Bonjour Florence. Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Alors, je précise juste avant de vous donner la parole, bien sûr, que l'ensemble des documents présentés au cours de ces deux webconférences, 2 fois 2 heures, l'ensemble des brefs, sont bien sûr accessibles sur le site du CEREC et vous aurez aussi accès au replay de ces 2 fois 2 heures qui vous sera envoyé automatiquement par mail. Alors, Florence Lefresne, au terme de ces échanges, qu'a-t-on répondu, selon vous, à la question « L'entreprise rend-elle compétent ?» Alors, peut-être qu'avant de mettre en exergue quelques points saillants de notre journée, je voudrais revenir sur une question centrale, qui est celle de la mesure. Parce qu'au fond, si on veut répondre scientifiquement à la question « L'entreprise rend-elle compétent ?», il faut pouvoir le mesurer. On aimerait sans doute disposer d'une mesure universelle. Par exemple, l'enquête PIAC de l'OCDE mobilise des techniques psychométriques très sophistiquées pour étalonner les compétences des adultes et ainsi comparer les pays sur différents registres, la numératie, la littératie, etc. Mais le rôle du travail est notoirement celui des entreprises dans la production de ces compétences est un point aveugle et indéniable de ces approches. Les compétences dont on a parlé aujourd'hui ne se mesurent pas de façon universelle. Elles s'apprécient à l'aune de situations de travail singulières. Et l'approche qu'en propose le CEREC, au cœur du dispositif défi, c'est de construire non pas une mesure universelle, mais un ensemble de mesures sur les situations d'apprentissage au travail, qui vont d'ailleurs, on l'a vu, très au-delà des formations organisées, et que l'on croise avec d'un côté les parcours des salariés dans l'entreprise ou hors de l'entreprise, et de l'autre avec les stratégies des entreprises. Alors quand on a la possibilité de croiser cet ensemble de mesures, donc cet ensemble de données quantifiées avec des éclairages qualitatifs, alors là on est vraiment très heureux et je pense que vous avez eu quelques beaux exemples au fil de la journée d'études qui s'appuyaient à la fois sur ces deux jambes, le quantitatif et le qualitatif. Alors, le premier message, j'écris le mot message avec des guillemets, que je voudrais mettre en avant, c'est celui de l'identification des besoins en compétence de l'accompagnement des entreprises, dont il a été fortement question dans cette dernière table ronde. L'anticipation des besoins en compétences est plutôt le fait des grandes entreprises, même si on a vu clairement que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences était finalement assez limitée, je dirais à la fois dans son périmètre, peu d'entreprises la mobilisent, et également dans son contenu même. Nous avons vu ce matin également que certaines entreprises, grandes et petites, n'hésitaient pas à créer leur propre centre de formation qu'elles ouvrent à des publics variés, les publics en alternance, en VAE, des chômeurs et désormais bien sûr des apprentis, puisque les entreprises peuvent créer des CFA. Donc elles semblent maîtriser leurs besoins en compétences. Bon, cette dynamique formatrice autonome est loin évidemment d'être l'apanage de toutes les entreprises qui s'appuient la plupart du temps sur des constructions partenariales, et c'est bien cela que la table ronde nous a rappelé. En premier lieu, la mission d'accompagnement des opérateurs de compétences, des 11 OPCO, qui ont donc cette mission de prise en charge des actions de formation, du développement de l'alternance, qui va même jusqu'à l'appui à la certification. On a parlé également de ce point de vue-là, je voudrais dire que le CEREC va développer une enquête sur le rôle des OPCO en lien avec France Compétences. On a parlé également du rôle des territoires, très important. On n'a peut-être pas assez évoqué le rôle des CARIFOREF à cet égard. Et puis évidemment le rôle, Philippe De Bruyne nous l'a rappelé, des OPMQ, et à cet égard une étude du CEREC nous permettra d'en connaître un peu plus sur les outils mobilisés par ces OPMQ et sur les moyens d'accroître leur visibilité pour que toutes les entreprises, et notamment les plus petites, les mobilisent plus aisément. Donc toute une série de travaux sur les éclaireurs et les accompagnateurs de l'entreprise. Le deuxième message, Nicolas, c'est le constat d'une grande variété stratégique
des entreprises en matière de compétences. Et là, on voit que l'entrée branche est tout à fait structurante. Dans le BTP, nous avons vu que la reconfiguration des compétences via l'apprentissage était très liée à des enjeux d'attractivité, de maintien dans un secteur où 4 jeunes formés sur 10 vont obtenir un premier emploi en dehors du secteur du BTP. Et ce sont les acteurs de la branche, on nous l'a rappelé, qui ont réagi en s'appuyant sur la transformation des métiers articulés aux transitions écologiques et numériques, à la digitalisation des pratiques de travail, pour développer ces nouvelles compétences. Je pense que la crise va faire une partition un peu inexorable entre les entreprises qui auront su développer ces nouvelles compétences et celles qui resteront sur le carreau. Et dans le numérique, par exemple, on a vu que la recherche d'une main-d'œuvre hautement qualifiée se traduisait à la fois par des stratégies d'implication de l'entreprise dans la formation initiale, dans les cursus de formation, et par des pratiques collectives de transmission, de mutualisation des compétences, beaucoup plus diversifiées que dans les autres secteurs. Un enjeu aussi de réarticulation entre formation initiale et formation continue. Dans le secteur de l'énergie, l'étude sur les réseaux électriques et intelligents montre un peu les retards qui sont pris par l'adaptation des diplômes, notamment pour former au métier d'électrotechnicien. Et on se dit que le rôle des campus, des métiers, des qualifications dont on a parlé ce matin, pourra être important dans le fait de combler ce retard de la formation initiale. Troisième message, c'est celui qui invite à revenir sur le faible jeu de contraintes qui pèse sur l'entreprise en termes, je dirais, légal, et son pendant, dont on a beaucoup parlé ce matin, qui est celui de la responsabilité sociale en matière de formation. On a une enquête européenne, l'enquête CVTS, qui permet d'apprécier les investissements des entreprises dans la formation, et il se trouve que le CEREC réalise le volet France de cette enquête et nous montre que nous atteignons un peu un plafonnement en matière d'investissement dans la formation. La loi du 5 septembre 2018 ne modifie pas le seuil plancher de financement des entreprises de ce point de vue-là. Le plan de développement des compétences, on ne va pas y aller par 50 chemins, c'est plutôt quand même l'apanage des employeurs. Alors, bien sûr, le Code du travail continue de prévoir que l'employeur assure à la fois l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille à leur employabilité. Et de ce point de vue-là, un abondement est prévu au CPF comme sanction s'il ne le fait pas ou bien s'il n'a pas mené les entretiens professionnels dont on a vu qu'ils étaient désormais obligatoires depuis la loi 2014. Tout ça, à mon avis, ça conforte un modèle qui est un modèle où le salarié assure la responsabilité principale de son employabilité. Et nous avons vu par ailleurs que le caractère sélectif de l'entretien professionnel, les cadres y ont 2 fois plus accès que les non qualifiés. Au fond, ça fait peu de possibilités pour que les salariés les moins qualifiés accèdent à l'information pourtant obligatoire sur la VE, sur le CPF ou sur le CEP. Le 4e message, c'est celui qui a trait aux transitions numériques et écologiques et aux enjeux, je dirais, d'inégalité d'accès aux compétences qui subsistent. Parce que ces transitions, on l'a vu, créent des opportunités qui sont tout à fait indéniables. Hybridation des métiers, verdissement des métiers. Bon, tout ça, on aura l'occasion de le voir, de l'étudier d'ailleurs au CEREC avec un financement par le plan d'investissement dans les compétences sur la transition écologique. Pour autant, je pense qu'il faut se départir d'une vision idéalisée où cette transition serait synonyme de montée en compétences pour tous les salariés. On a vu par exemple que dans la position de l'entreprise dans la chaîne de valeur, elle pouvait être assez déterminante sur l'accès à la formation des salariés. On a vu également à travers le cas de la logistique
qu'on trouvait une polarisation finalement entre des métiers très qualifiés et des métiers qui restaient très faiblement reconnus dans leur valeur, même si la crise leur a donné une visibilité tout à fait nouvelle. Ces métiers restent évidemment, souffrent d'un déficit de reconnaissance. Et la question du coup, c'est celle de l'espace de mobilité, de transférabilité des compétences pour des salariés qui veulent quitter ces emplois, qui sont confrontés à des restructurations qui s'annoncent extrêmement nombreuses, on le sait. Là, Philippe De Bruyne nous a dit que les ressources du territoire peuvent s'avérer peut-être plus efficaces que la branche, et on voit combien est centrale la construction d'un système d'information sur l'évolution professionnelle qui aille au-delà du seul cadre de l'entreprise et qui soit adossé à un véritable outillage pour accompagner les salariés dans leur reconversion. En quoi la crise sanitaire et la crise économique actuelle peuvent-elles rebattre les cartes par rapport à tous les enjeux que vous venez d'évoquer ? Alors, je voudrais tout d'abord dire que nos deux enquêtes principales, qui vous ont été présentées par vidéo, Génération, Défi, vont prendre en compte les données actuelles de la crise sanitaire. Et donc, on pourra effectivement éclairer par toute une série de données nouvelles ces questions liées à la crise sanitaire. Je n'ai pas de souci d'exhaustivité là, mais je voudrais amorcer trois séries d'enjeux. La première série d'enjeux, ça a été dit d'ailleurs, il me semble qu'on voit que la crise a pointé toute une série de nouvelles configurations. En particulier, elle a changé le regard sur le télétravail. Du coup, elle a peut-être renforcé aussi les écarts avec les métiers qui ne sont pas télétravaillables, et elle a posé de nouveaux défis en matière de compétences managériales. On a évoqué à cet égard l'accord national interprofessionnel sur le management signé par l'ensemble des partenaires sociaux. Deuxième piste, je dirais, face à la crise économique d'ampleur, à la diminution des investissements, il va falloir qu'on regarde de près, bien sûr, l'effet des dispositifs issus du plan de relance, le FNE, le soutien à l'apprentissage, bien sûr, et le développement des formations à distance. Tout ça avec un appui, il faut le rappeler, de l'Union européenne, un appui financier de l'Union européenne, c'est important. On aura l'occasion d'étudier l'effet de ces dispositifs. Et puis je dirais enfin que la crise offre une opportunité pour les perspectives qui sont mises en lumière par le CEREC, notamment sur les dynamiques favorables au développement des compétences. Au fond, peut-être quand même que si les entreprises réduisent leurs investissements dans la formation organisée, elles ont tout intérêt à développer ces dynamiques de travail favorables. Et là aussi, on aura des travaux bientôt qui permettront de voir l'effet sur les parcours de ces dynamiques de travail nouvelles ou anciennes. Donc vous voyez, Nicolas, beaucoup de pain sur la planche pour le CEREC.